savez que la dissection, c'est des grandes étapes. D'abord, c'est le marquage, c'est le point le plus important, on ne va pas revenir. Au Japon, c'est le super chef qui fait le diagnostic, qui met les points autour de la lésion, et après, le petit, il a le droit de s'amuser à réséquer la lésion. Mais être sûr de passer au tour et d'avoir bien repéré les marques lésionnelles, c'est de l'affaire de professionnels, et on ne laisse pas ça aux mains du débutant pour ne pas passer 4 heures à réséquer une tumeur et se rendre compte à la fin qu'on est passé en plein milieu et qu'on est R1. Donc, le diagnostic, c'est la clé et c'est indissociable de la dissection. C'est tout le problème de la formation actuelle, c'est qu'on ne peut pas commencer la dissection sans être déjà béton sur le diagnostic des lésions superficielles. L'injection, ça c'est peut-être la révolution quand même liée à la dissection et aux nouvelles techniques, c'est qu'on peut trouver un plan entre la muqueuse et le muscle et s'y glisser pour aller faire de la thérapeutique. Et ça c'est possible grâce à des liquides, grâce à des gels, en tout cas de surélever la muqueuse pour pouvoir se glisser dessus. Ensuite, il faut se faire une entrée dans la muqueuse, enfin réussir à pénétrer dans cette sous-muqueuse, et ça passe par un temps qu'on appelle l'incision. On va couper la muqueuse et ça va nous donner un accès à la sous-muqueuse. Ensuite, on a la phase vraiment de dissection, où là on est sous la lésion et on va couper les fibres sous-muqueuses. Et enfin, on termine, on fait tomber la pièce et on l'étale, c'est une étape quand même importante. Alors, les prérequis, et je pense que M. Sautreau œuvre énormément pour ça, c'est une bonne technique de coloscopie. C'est un prérequis indispensable au Japon. On ne peut pas commencer la dissection si on n'est pas bon en colo. C'est pas comme chez nous où on a tendance à dire qu'il faut avoir fait 50 ou 100 000 colos. Au Japon, il faut être capable de monter ses colos sans boucle et sans utiliser la main droite. C'est ça le prérequis nécessaire à faire la dissection. Être capable finalement d'être stable avec son tube et d'arriver en haut sans une boucle énorme. Vous vous doutez bien que s'il y a 12 boucles, la transmission des mouvements à l'endoscope pour faire une dissection de 2 heures dans le bon endroit va être beaucoup plus difficile que si on a réussi à tout déboucler et qu'on a une transmission directe du mouvement à la partie terminale de l'endoscope. Donc c'est un élément clé. La rétrovision, c'est presque toujours un élément parfait. Pourquoi? Parce qu'en vision directe, on a un tube qui est flottant. Flottant en latéral, parce que le côlon n'arrête pas de bouger avec les mouvements respiratoires, et flottant en avancé-reculé. Donc on est presque obligé toujours de le tenir pour pas qu'il avance et qu'il recule, vous connaissez ça en muscu. En rétro, on s'affranchit des mouvements du côlon, le côlon n'a pas assez de force quand même pour vous plier l'endoscope, donc il est contraint par la rétrovision de l'endoscope, et il frotte à tellement d'endroits que finalement il n'avance plus et il recule plus. Donc on peut presque lâcher sa main droite quand on est en rétrovision, parce que le coloscope est stable à cet endroit-là. Donc ça stabilise, ça abolit les mouvements, et encore mieux, c'est tangentiel à la paroi, donc on n'a pas tendance à aller vers le muscle avec notre couteau, alors qu'en direct, c'est un peu kyphométrique, on a bien tendance à aller vers le muscle de temps en temps. Donc ça aussi, c'est un autre élément clé de la dissection, mais c'est vrai aussi en muco et pour toute technique, la rétrovision, c'est quelque chose de très utile. Voilà, l'injection idéale, elle doit être dans la sous-muqueuse. Alors, c'est un peu débile de dire ça, mais finalement, on se rend compte qu'on peut très facilement injecter sous le muscle, avoir une impression de soulèvement qui est en général pas tout à fait pareil. Ça ne fait pas une belle vessie de poisson très transparente, ça fait un espèce de soulèvement un tout petit peu bleuté, beaucoup plus diffus et beaucoup moins léger. Dans les festonnés, c'est assez fréquent, finalement, d'arriver à injecter derrière, et le risque, quand on place son anse, c'est de ne pas prendre que la sous-muqueuse, mais vous voyez, la séreuse avec. Romain m'a bien montré comment on faisait. Oh pardon, c'était Hugo. Voilà. Alors, je charrie, je perfore très souvent. L'injection idéale, donc, il faut qu'elle aille dans la sous-muqueuse et pas plus profond. Il y a deux petites solutions pour réussir à injecter dans la sous-muqueuse. Il y a la solution peut-être un peu bourrin, je pique dans le muscle et après je retire jusqu'à trouver le plan sous-muqueux. Voilà. Et il y a la solution qui théoriquement est un peu plus classe à gauche. Je fais injecter l'infirmière avant de commencer à piquer, je pique tout doucement et dès que le liquide arrive dans la sous-muqueuse, il va gonfler le plan avant d'aller plus profond. En pratique, ce n'est pas toujours possible de faire la belle solution théoriquement super pratique. Donc on en vient souvent à être obligé de forcer un peu pour que l'aiguille arrive à traverser la muqueuse. Du coup, on se retrouve dans le muscle, ça ne soulève pas tout de suite, et en reculant, on va réussir à trouver le plan et à soulever correctement. La bonne injection, c'est un travail d'architecte, un peu. Sans vouloir être prétentieux. Il faut absolument se faire une injection qui vous aide pour votre résection. Vous avez tous vu des situations qui paraissaient évidentes et quand on injecte, le polype se retourne ou alors se soulève pas du tout comme vous aviez prévu et puis finalement l'anse n'arrive pas à tenir ou alors il y a une vallée pile au milieu de votre lésion et on n'arrive jamais à faire tenir l'anse. Donc il faut se façonner l'injection pour que ça vous fasse une espèce de bulle, un monticule où le polype va être en haut et finalement l'anse va se placer tout autour et vous aider à réséquer. Donc, il
il faut prendre du temps, et notamment, il ne faut pas injecter trop près de la lésion, parce que si on injecte très près de la lésion, le bord de la lésion n'est pas soulevé, et finalement, votre anse va finalement toucher le bord de la lésion, et vous ne serez pas R0. Donc c'est ce que j'ai voulu représenter, hein. C'est pas hyper joli le schéma, mais vous voyez, si on injecte loin, la zone où on va vouloir couper ici est soulevée devant vous. Si on injecte très près en bas, et bien la zone qu'on va vouloir couper, qui était en dehors du point pour avoir une marge, elle ne s'est pas vraiment soulevée, et du coup, on ne va pas avoir un accès bon à la muqueuse qu'on souhaitait couper initialement. Alors, j'ai une fable à vous raconter, japonaise. Rien ne sert de couper, il faut partir du point. Ça paraît débile, mais Yahagi le donne comme un secret aux gens qui vont chez lui. Et venant d'experts qui ont inventé la dissection sous-muqueuse, quand même, il faut essayer d'y réfléchir un tout petit peu. Ce qui est très important, on vous l'a dit pour la dissection, c'est de couper dans la sous-muqueuse. Okay, et pour accéder à la sous-muqueuse, une faute qu'on fait très souvent quand on est débutant, c'est ne pas rentrer suffisamment profondément et faire une première incision qui finalement ne pénètre pas vraiment dans la sous-muqueuse, mais reste dans ce que j'ai représenté en blanc, la musculaire muqueuse. Sauf que c'est un beau dessin de Romain qui vous montre sans arrêt, les vaisseaux arrivent par la profondeur avec un gros tronc et puis après se divisent. Donc si vous attaquez la musculaire muqueuse, vous allez avoir des centaines de vaisseaux, et puis de toute façon il va falloir recreuser pour vraiment accéder dans la sous-muqueuse, donc vous multipliez le travail. Ce que dit Yahagi, c'est il ne faut pas couper superficiel, donc le mieux c'est d'essayer de faire un petit point d'abord, juste un point, pile en face de vous, où vous arrivez à pénétrer à l'intérieur de la sous-muqueuse, vous voyez le bleu, vous rentrez le couteau à la profondeur suffisante, et une fois qu'il est rentré dans la profondeur suffisante, vous commencez à couper. Finalement, comme le couteau est déjà à la bonne profondeur, vous gagnez du temps et vous allez faire une incision qui est profonde d'emblée, qui coupe et la musculaire muqueuse et un peu de sous-muqueuse et qui vous espace le point. Je ne sais pas si j'ai été très clair, mais c'est vraiment quelque chose de capital. J'ai voulu vous le montrer avec la muco pour que ce soit... Ah, j'ai oublié de le mettre. Je vais vous montrer ça quand même, c'est important. Je vais le mettre en plein écran. Je voulais vous le montrer en muco. Vous savez que Jérémy et nous, on fait pas mal cette technique. Donc bon, ça illustre deux choses, ce truc, c'est qu'il faut essayer d'injecter derrière les lésions parce que sinon elles tournent. Enfin, c'est pas toujours possible. Dans ce cas-là, j'arrivais pas à être stable et à injecter correctement derrière la lésion. Donc finalement, j'ai injecté sur le côté et puis badaboum, comme prévu, la lésion tourne vers le côlon droit et puis elle est invisible, elle devient vraiment très compliquée. Enfin, on est passé d'une situation qui semblait facile à, par notre injection, une situation un peu catastrophique, plutôt dégueu. Voilà, il faut être honnête. On n'est pas bien en vision directe. Premier réflexe, qu'est-ce que ça donne la rétrovision? Donc on se met en rétrovision et en magie, vous allez voir la lésion, et elle pile en face, c'est vraiment très simplifié quoi, la résection. Donc n'hésitez pas à user et à réutiliser. Bien sûr, il faut avoir un coloscope un peu vérifié. Si votre coloscope de base va qu'à 90 degrés, ça va être compliqué, quoi. Enfin, il faut quand même un coloscope un peu récent. Et donc, la deuxième chose, pour illustrer ce petit trou, on le fait en dissection pour être à la bonne profondeur, mais on peut aussi le faire avec une anse pour ancrer la pointe de l'anse et qu'elle reste finalement ancrée dans la sous-muqueuse et qu'elle arrête de bouger. C'est ce que j'ai illustré ici. Vous voyez, on fait un petit trou. Là, on n'est pas encore rentré, On pousse un tout petit peu plus fort et poum, là, ça va commencer à s'ancrer et à pénétrer dans la sous-muqueuse. Je n'ai pas vu le bleu parce que je n'ai pas retiré mon anse, mais pour qu'elle s'ancre aussi bien, c'est qu'elle a réussi à rentrer dans la sous-muqueuse. Et vous voyez, maintenant, le bout là-bas, il est coincé dans la sous-muqueuse, il ne bouge plus, il a son point d'ancrage, et du coup, j'ai plus qu'un seul côté à surveiller, vous allez voir. Hop, je vérifie que la marge de résection, elle est bonne du côté du polype, hein. J'ai bien ma marge tout autour. Je sais que la pointe de l'anse, elle est ancrée à distance du polype, et du coup, on a beaucoup plus de chances d'avoir une résection complète. Donc, ce petit point dans la sous-muqueuse, que ce soit pour la dissection ou pour la muco, c'est intéressant. Alors, maintenant, un adage de mon patron, il m'a dit au début, avant de disséquer, tu vas trimer, mon petit. Je n'ai pas tout de suite compris le sens, et je pense qu'en fait, il parlait du trimming. Cette deuxième petite astuce japonaise, là, qui consiste non pas seulement à inciser la muqueuse,
Parce que inciser la muqueuse, ça ne vous fait pas rentrer dans le plan, ça ne libère pas les tissus. On a juste coupé la muqueuse à un endroit, mais pour autant, ça ne s'est pas écarté, les deux muqueuses. Pour pouvoir les écarter, juste après avoir incisé, il faut aller couper la sous-muqueuse dessous. Et c'est seulement quand on va libérer la sous-muqueuse qu'on va avoir les deux berges qui vont s'éloigner, qu'on va pouvoir avoir un accès dessous. Donc ça aussi, petite astuce, pas facile à comprendre avant qu'on ait fait de la dissection, mais pareil, capital. Si vous oubliez de trimer une zone, on a les deux bords muqueux qui sont collés l'un à l'autre. Pendant qu'on travaille ailleurs, le soulèvement, l'eau que vous avez mis, elle fuit de partout, ça s'écrase et finalement on a les deux zones qui sont écrasées l'une sur l'autre et l'accès il est impossible à la fin. Donc le trimming, c'est capital. Il faut trimer pour disséquer. Le dernier de mes patrons à Tokyo, le plus difficile doit toujours être affronté en premier. C'est une dernière règle de la dissection, c'est vrai aussi en mucopismile, il faut commencer par le plus dur. Il n'y a aucune raison qu'un truc dur devienne plus facile. Par contre, petit à petit, quand on va couper le très difficile, et le facile va devenir un tout petit peu plus difficile petit à petit, ça sera encore possible à la fin. Si vous commencez par le très facile et que vous finissez par la zone qui est contre-gravité très difficile, ça va, la fin de la dissection sera impossible. Donc, de manière générale, quand une des zones paraît très compliquée à commencer, il faut attaquer par là et se garder le facile pour la fin, avec beaucoup plus de chances de réussir. Alors le problème, et finalement notre gros dilemme en endoscopie, c'est qu'on n'a qu'une main. Même les meilleurs, ils n'ont qu'une main. L'endoscope, au bout, il n'y a qu'un outil. On ne peut pas avoir de triangulation comme les chirurgiens. Pour l'instant, en tout cas. Le futur, enfin, finalement, c'est plutôt du passé, là, ces différents prototypes. C'était, enfin, on va avoir une triangulation avec la robotique pour avoir un bras qui écarte et un bras qui coupe. Pour l'instant, c'est pas encore utile et c'est pas encore suffisamment développé pour réussir à avoir cette triangulation. C'est probablement l'avenir, ça va venir avec la miniaturisation, mais pour l'instant, on n'a pas. Et du coup, notre triangulation, il va falloir qu'on l'imagine et qu'on ait des idées pour la compenser. La première triangulation qui est utile, c'est la gravité, c'est le poids. Si la pièce tombe sur elle-même, c'est beaucoup plus difficile de se glisser dessous. Si au contraire, la gravité est favorable, la pièce a tendance à tomber, et vous voyez, ça nous écarte le plan spontanément, et on va pouvoir se glisser dessous. Mieux, si on rajoute encore un poids, par exemple un clip sur la pièce, on va encore accentuer cet effet, pouvoir se glisser encore plus dessous. Les stratégies qui font un peu la même chose, c'est le tunnel. Dans le tunnel, qu'on a représenté ici, vous voyez, les deux bords de l'œsophage vont tendre la muqueuse. Donc finalement, là aussi, on va avoir une sorte de triangulation. Je ne voulais pas trop vous montrer au moins la partie dans le tunnel. Dans le tunnel, finalement, les deux bords muqueux sont tendus par l'œsophage. Le muscle, lui, il est fixé par les tissus périœsophagiens. Et vous voyez, il y a une triangulation naturelle. Les deux bords muqueux tiennent la lésion et on va pouvoir se glisser dessous. Jérémy s'était dit, le tunnel c'est sympa, le clip traction là, par les japonais, on met une ficelle dans la bouche et on tire sur la lésion, ça a l'air sympa aussi, mais ils sont débiles, ils n'ont pas pensé à associer les deux. Donc Jérémy a fait ça, nous a proposé l'idée et on s'est dit, on est con quand même, ça existait déjà depuis longtemps et on n'y a pas pensé. Donc ça consiste à faire un tunnel, pareil, mais le problème du tunnel, je l'avais mis sur cette photo, c'est quand on finissait finalement, quand il n'y avait plus les deux bords muqueux, la pièce elle avait tendance à tomber vers l'estomac et c'était la grosse galère pour terminer la résection. Quand on rajoute un clip dessus, le clip avec la ficelle qui sort à la bouche, ça va retenir la lésion, elle ne va plus tomber vers l'estomac et on ne va plus avoir qu'à disséquer les deux bords qui sont tirés par la ficelle qui demandent à faire monter la lésion. Je vous montre rapidement ce que ça donne. Donc le tunnel est déjà fait, les incisions latérales ont été faites. Ça bug un peu. Je suis en poste, je ne vais pas appuyer. Donc on fait la petite technique, il faut sortir l'endoscope, c'est ça le petit souci, mais dans l'œsophage ça ne pose pas trop de problème. On sort un clip dans l'endoscope, on lui met une ficelle autour. La ficelle elle passe en parallèle de l'endoscope, donc c'est l'infirmier qui le tient dans ses mains. Ils ont un rôle d'ailleurs très important là-dedans, parce que c'est assez minutieux d'avoir la bonne tension, pas trop, mais sans arracher le clip. Ensuite, on va aller fixer ce clip qu'on va larguer sur la zone qu'on a déjà commencé à disséquer. Donc vous voyez, la ficelle est en parallèle de l'endoscope, elle est indépendante de l'endoscope. Donc on a une vraie triangulation, on a une main gauche finalement, c'est la main de l'infirmière qui tire sur le fil à la bouche. Et après, vous voyez, la pièce ne tombe plus, et ce qui reste à couper, c'est opposé à nous, puisqu'il y a la main de l'infirmière qui la tire vers le haut, et nous qui descendons avec l'endoscope en allant vers le bas. Donc voilà.
Vous voyez, entre le tunnel, avec un opérateur plus expérimenté que nous, c'était 16,9 mm² par minute. Là, 4 entre guillemets débutants à l'époque, puisqu'on avait moins de 10 dissections œsophagiennes chacun, on est passé à 24. Donc, rien que sur la vitesse, on a beaucoup gagné. Et depuis qu'on fait ça, ça doit faire à peu près 90, il y a toujours 0 perforation, alors que la littérature, c'est 2-3%. Enfin, vous non plus. Voilà, nous non plus. Alors, on s'est dit, bon, bah d'accord, le clip, ça vaut cher, est-ce qu'on ne peut pas se débrouiller sans aller mettre un clip? L'idée dans le rectum, c'était de faire un tunnel, de passer à travers le tunnel, se retourner après en rétrovision et finalement utiliser l'endoscope comme triangulateur. Donc, je ne sais pas si je suis bien clair, mais vous voyez, on a fait le tunnel, on ressort du tunnel, et après on se met à l'envers, et par la rétrovision, finalement, la pièce, elle est soulevée par la rétrovision, et il ne nous reste plus qu'à couper les deux bords. Bon, là, je deviens un peu plombier technicien. Mais voilà. Et la meilleure idée, peut-être, là aussi, ça nous vient de Limoges, on ne fait que piquer les idées de Limoges, mais on les fait ensemble après, ça a été de se dire, bah, dans le côlon droit, c'est vraiment casse-pied d'aller mettre une ficelle avec un clip. Parce qu'il faut redescendre la colo, il faudrait sortir le clip à l'extérieur du patient, remonter la colo pour aller fixer, et du coup, bah, finalement, il y a plus simple presque, on va mettre un clip, fixer un élastique dentaire, là, des appareils dentaires des adolescents. On a plein d'infirmières qui ont des ados, elles nous fournissent en élastique dentaire. On prend l'élastique dentaire dans un clip, on le descend à l'intérieur du coloscope, on le sort en bas, on va le fixer sur la pièce qu'on est en train de disséquer, sans prendre le muscle, hein, parce que sinon ça complique la procédure. On se retrouve donc avec un clip fixé à la lésion et un élastique qui pendouille, on rattrape l'élastique et on va le brancher à l'autre bout du côlon pour avoir finalement notre triangulation. Alors c'est moins adaptatif qu'une main de chirurgien, on ne peut pas demander de tirer un peu à droite, un peu à gauche. Mais n'empêche qu'en insufflant beaucoup, on va avoir une forte tension, en insufflant pas beaucoup, on va avoir moins de tension. Donc c'est quand même quelque chose d'adaptatif. Donc je vous montre ce petit film. C'était une lésion du sécom, posée sur l'appendice, j'avais beaucoup de mal à la voir, je n'étais pas certain qu'elle était dedans, mais je la trouvais nulle part ailleurs, donc par déduction, je me doutais qu'elle était dedans. Vous imaginez qu'elle est disséquée dans l'appendice, c'est pas possible sans traction, hein. Enfin, on ne peut pas aller se glisser sous l'appendice, il n'y a pas vraiment d'espace. Je vais avancer un peu parce que hop. On a fait notre dissection comme d'habitude, on a mis notre clip en traction, et voilà, là on est en train de poser le clip avec l'élastique, vous voyez l'élastique qui pendouille en bas. Ensuite on attrape l'élastique avec le deuxième clip, et on va aller le fixer à une paroi colique en face, quoi. Donc on l'amène, il faut aller doucement, il faut exsuffler, hein, parce que sinon forcément ça tend beaucoup et ça peut arracher la pièce. Voilà, on le cale en face. C'est un peu long, hein. C'est sale et je ne vais pas bien nettoyer. Je vais avancer un petit peu. Hop. Et ce que vous allez voir se dessiner, là, le truc qui tend au milieu, et ben c'est l'appendice du patient. Vous voyez là, le truc qui est inversé en doigt de gant, là, hop, c'est l'appendice, et la traction, elle suffit finalement à inverser l'orifice appendiculaire, et on arrive quand même à trouver un plan, une espèce de sous-muqueuse, qui ne doit pas être du tout la même que dans le côlon, mais n'empêche qu'on a un plan, ce qui fait qu'on ne perfore pas, quoi. Il y a toujours un plan derrière l'appendice, et on va réussir à la sortir petit à petit. Le fond, c'est extrêmement fibreux, hein, le plan, elle devient difficile à voir, et quoi qu'il en soit, on a réussi à la verser, à la disséquer complètement. Voilà. Et à la fin, il nous reste cette espèce de zone très fibreuse qu'on a fermée avec un clip et qu'il n'y a pas eu d'appendice. Vous savez que sur les fermetures d'appendice avec l'Ovesco, une des complications principales, même si elle est rare, c'est l'appendicite aiguë. Là, il n'y a pas eu ce problème chez ce patient. Alors tout ça pour dire que finalement, la triangulation est nécessaire. Bientôt, probablement qu'on aura des endoscopes à deux bras qui nous feront cette triangulation, mais pour l'instant, il faut utiliser des tout petits moyens. C'est quand même du bricolage, il faut être honnête, mais ça marche et on peut trianguler quand même. Et pour finir, deux messages importants qui n'ont pas grand-chose à voir avec le topo. La fibrose ne nous aide pas dans nos dissections. D'accord ? Ça nous gâche même un peu la journée quand en une heure, on aurait pu réséquer une pièce de 6 ou 7 cm et que le point fibreux qui a été mis augmente la procédure de 2 heures et augmente probablement le taux de perforation d'un facteur 2 ou 3. Donc j'ai détourné une petite chanson française. La biopsie, c'est fini. C'était peut-être le deal de mes tout premiers cours, mais je ne crois pas que je recommencerai un jour. D'accord ? C'est important. La biopsie, ça sert à rien.
à rien, sauf peut-être au chirurgien d'un point de vue médico-légal pour opérer un malade avec un diagnostic de cancer. Donc, si vous pensez envoyer le malade au chirurgien, faites une biopsie. Sinon, ça ne sert à rien. Nous, on ne va même pas regarder le compte rendu. Une photo, ça parle 10 fois plus qu'un résultat de biopsie. Et mon deuxième truc, dans le cochon, tout est bon, surtout la formation. Et je finirai la semaine pour remercier, c'est passé vite, pour remercier les 3 acteurs principaux de cette semaine.